Alors, c'est parti pour le TD5, donc c'est l'utilisation d'outils chez les animaux. Donc l'objectif, c'est de bien comprendre la notion d'outil, comprendre aussi l'intérêt d'étudier les outils chez les animaux et enfin consulter les mécanismes. Donc, concernant les outils, la définition. Un outil, c'est un objet extérieur utilisé en tant qu'extension fonctionnelle du corps pour atteindre un objectif immédiat. Par exemple, les éléphants d'Afrique et les éléphants d'Asie ne tiennent pas pareil le bâton avec leur trompe. Et donc en fait, c'est une extension fonctionnelle et c'est utilisé en tant qu'extension fonctionnelle, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie du corps. Donc du coup, parmi les caractéristiques d'un outil, il y a 3 conditions qui permettent de dire que l'animal utilise un outil. Donc 1, il est détaché de son substrat au moment de son usage et externe par rapport au corps de l'utilisateur. Donc il est externe par rapport au corps et il est détaché de l'objectif qu'on va utiliser. 2, il est tenu ou porté pendant et juste après son utilisation. Donc l'utilisateur étant responsable de son orientation correcte par rapport à un objectif. Donc par exemple un couteau par exemple, ça va être quelque chose, ça va être utilisé comme un outil. Par exemple pour l'homme, le couteau est utilisé comme un outil. Et enfin 3, il est utilisé afin de modifier la forme, la position ou l'état d'un autre objet, d'un autre organisme ou de l'individu lui-même. Donc par exemple, le couteau, il va permettre de modifier la forme des fruits, parce qu'on va du coup les découper. Donc, il est détaché de son substrat au moment de l'usage, et il est externe par rapport au corps, donc un outil ne fait pas partie du corps. Il est tenu ou porté juste pendant et après son utilisation, parce que l'utilisateur, il est responsable de l'orientation. Et enfin, il est utilisé afin de modifier la forme, la position ou l'état d'un autre objet, d'un autre organisme ou de l'individu lui-même. Donc en général, les usages de l'outil, c'est par rapport à l'obtention de la nourriture, par rapport aux soins corporels ou par rapport à la parade, donc la défense ou encore l'attaque, et ça peut avoir une forme symbolique. L'utilisation des outils chez les animaux. Donc on va prendre quelques exemples. Le vautour, il casse des œufs à l'aide d'une pierre pour se nourrir. Donc en fait, il va casser les œufs à l'aide d'une pierre, donc la pierre est ici l'outil. Les pinsons, ils vont utiliser les brindilles pour pouvoir trouver de la nourriture à travers les troncs. Donc en fait, les pinsons, ils vont prendre la brindille, vont faire entrer dans le tronc pour pouvoir ressortir la nourriture. Ça, c'est considéré comme un outil, parce que ça ne fait pas partie du corps et ça sert à obtenir un objectif précis. Ensuite, pour un objectif immédiat, pardon. Les fourmis et les chimpanzés, donc en fait, ils vont utiliser des matériaux absorbants pour boire, pour boire et conserver. Okay. Les fourmis donc aiment le miel sucré et elles entourent un grain de sable de miel pour le transporter. Et les chimpanzés vont utiliser des pierres pour casser des noix. Donc des exemples de comportements qui ne sont pas considérés comme des emplois d'outils, ça peut être la construction et l'utilisation d'un nid, ce n'est pas un outil. Le cassage des coquilles par des mouettes ou des œufs par rapaces en les laissant tomber sur des rochers. Donc le fait de laisser les œufs, on les fait tomber, les coquillages, on les fait tomber sur des rochers, ça ne compte pas comme un emploi d'outil. Et se frotter contre un support pour se gratter et enlever des choses de soi, ça n'est pas non plus considéré comme un outil. Donc on rappelle qu'un outil, c'est pour un objectif, pour atteindre. C'est un objet extérieur qui est utilisé pour atteindre un objectif immédiat. Il est détaché du corps. Il est tenu ou porté pendant et après son utilisation, parce que du coup l'utilisateur il est responsable de son orientation, et il est utilisé afin de modifier une forme, une position, un état d'un autre objet, d'un autre organisme ou de l'individu lui-même. Concernant les exemples et les discussions sur le thème, on a le aï qui est un animal qui a des doigts spécialisés, mais du coup ces doigts ne sont pas un outil, même si elles sont spécifiques. Ensuite on a la loutre elle met la pierre sur son ventre et elle se déplace sur le dos, et du coup là l'outil en question c'est la pierre, parce qu'elle la met sur son ventre. Le héron, il appâte les poissons en se servant de morceaux de pain qu'il lâche à la surface de l'eau. Et du coup, là, le morceau de pain est un outil parce que c'est un objectif immédiat. Donc, faire remonter les poissons pour que lui puisse les manger. Et enfin, les corbeaux de Nouvelle-Calédonie sont capables d'utiliser des méta-outils. Voilà. Concernant donc bilan et conclusion sur la notion d'outil, de nombreux animaux sont capables d'utiliser des outils. Ce n'est pas le propre de l'homme, comme on le pense. Et donc, en fait, la définition d'outil est en débat car on parle de proto-type dans de nombreux cas. Voilà. Alors, ensuite, concernant les capacités cognitives supérieures. Mais alors, si des animaux autres que l'homme utilisent des outils, qu'est-ce que cela signifie sur le fait d'utiliser des outils? Qu'est-ce que peuvent nous apprendre les animaux? Donc, l'aspect cognitif, donc on va parler de l'aspect cognitif, du principe de conscience, etc. L'aspect cognitif, quelques questions.
Les animaux qui utilisent donc les outils seraient-ils plus intelligents que les autres? Est-ce qu'ils auraient de meilleures capacités cognitives? Est-ce qu'utiliser un outil, c'est aussi un critère d'intelligence animale? Ou est-ce qu'ils auraient un plus gros cerveau que les autres? Et donc en fait, on constate qu'il y a une forte corrélation entre le poids du corps et le poids du cerveau. Et donc, mais en fait, effectivement, ça ne veut pas tout dire. Donc en fait, que comprennent les animaux pour pouvoir utiliser les outils? Qu'est-ce qu'on doit comprendre pour utiliser? Donc en fait, il n'est pas nécessaire d'avoir un raisonnement complexe pour utiliser un outil. Et donc, doit-on comprendre pour innover? Là encore, l'innovation peut être fortuite, c'est-à-dire qu'on peut découvrir des choses innovantes par hasard. Pourtant, attention, l'utilisation d'outils est souvent utilisée pour mesurer l'intelligence animale. Donc en fait, en général, on mesure l'intelligence d'un animal par rapport à s'il peut utiliser des outils ou non. Donc ça, c'était pour les aspects cognitifs. Concernant la conscience, les animaux auraient conscience d'eux-mêmes et de leur utilisation des outils. Comment on peut tester si l'animal a conscience de l'outil et de son utilisation? Donc comment on peut tester si l'animal a conscience de ses actions? Ce qu'on fait, c'est le test de reconnaissance de soi dans un miroir, si l'animal va se reconnaître dans un miroir, ou encore la tromperie, la manipulation d'informations, pour savoir s'il a une certaine conscience. Donc concernant les bilans et conclusions, ce sont des mécanismes qui leur permettent d'utiliser des outils qui nous apportent des réponses. Donc c'est les mécanismes en fait d'utilisation des outils. Est-ce que c'est une utilisation naturelle? Est-ce que c'est une utilisation apprise? Y a-t-il une compréhension de l'outil ou une simple utilisation? Et est-ce qu'il y a une fabrication des outils, un transport, une préservation ou une prévision? Donc tout ça en fait, il va y avoir un ensemble de mécanismes qui sont mis à l'œuvre dans l'utilisation des outils. Et donc juste pour rappeler avant de passer aux mécanismes, donc un outil, c'est un objet extérieur qui est utilisé en tant qu'extension fonctionnelle du corps pour atteindre un objectif immédiat. Et donc 3 conditions, c'est qu'il est détaché de son substrat au moment de son usage et externe par rapport au corps de l'utilisateur. Il est tenu ou porté pendant ou juste après son utilisation. Donc l'utilisateur, il est responsable de son orientation correcte par rapport à l'objectif. Et il est utilisé pour modifier la forme, la position ou l'état d'un autre objet, d'un autre organisme ou de l'individu lui-même. Et en général, c'est pour obtenir de la nourriture, des soins corporels ou une parade de défense ou d'attaque. Ça peut être symbolique. Voilà. Et ensuite, concernant les mécanismes. Donc, les mécanismes à l'œuvre dans l'utilisation des outils. Donc, les mécanismes. 3 mécanismes. Le pattern génétique, l'apprentissage par essai-erreur, donc le conditionnement, ou l'apprentissage social. Le pattern génétique, ça veut dire que le mécanisme est inné, il est non appris grâce à l'apprentissage des parents. C'est comme ça. L'apprentissage par essai-erreur, c'est par le conditionnement. Donc là, ça évoque aussi une forme de prédisposition. Donc en fait, l'animal va tester, il va voir ça marche, il va le retenir, ça marche pas, il va essayer autre chose. Donc essai-erreur. Et l'apprentissage social, donc en fait, ça va se faire. Donc là aussi, il y a une question de prédisposition. Et là encore, ça va être en fonction de l'environnement de l'animal. Donc 3 mécanismes, le pattern génétique, le conditionnement, donc l'essai-erreur, et l'apprentissage social. Donc concernant la transmission. La transmission, il n'y a pas forcément de transmission car elle n'est pas nécessaire. Donc en fait, il peut y avoir une transmission par les gènes ou un nouvel apprentissage par essai-erreur grâce à une prédisposition. Mais on peut également observer une transmission par apprentissage social. Donc en fait, la transmission, on a les gènes, l'essai-erreur, donc le conditionnement, ce qu'on vient de dire, et l'apprentissage social. Donc des individus vont apprendre à la génération suivante comment utiliser un outil. Ça, c'est l'apprentissage social. Alors que l'apprentissage essai-erreur, c'est l'animal va tester tout seul pour voir ce qui fonctionne. Et enfin, les gènes, ça veut dire que c'est inné. Donc en fait, une tradition culturelle peut se mettre en place lors de la transmission sociale, c'est-à-dire une transmission de génération en génération. Et donc en fait, la transmission sociale, quand elle est entre les générations, c'est une transmission verticale. Donc par exemple, des parents à leurs enfants, c'est une transmission verticale, parce que c'est comme ça. Et au sein d'une même génération, c'est une transmission horizontale. Donc par exemple, moi j'apprends à quelqu'un de mon âge, ça va être une transmission horizontale, vu que c'est une transmission sociale horizontale, alors que quand c'est d'une génération à une autre, c'est une transmission verticale. Et donc seule la transmission verticale, elle permet l'existence d'une tradition culturelle, parce que moi je ne vais pas apprendre ma culture à quelqu'un pour qu'ensuite il puisse... voilà, c'est pas dans le principe de la transmission sociale culturelle. Ensuite, concernant la tradition culturelle, c'est un comportement acquis par apprentissage qui se transmet de génération en génération au sein d'un groupe d'individus. Donc c'est des comportements acquis par l'apprentissage qui se transmettent entre générations au sein d'un groupe d'individus. Les caractéristiques, c'est qu'elle est présente dans certains groupes seulement, la tradition culturelle, elle est durable, donc due à la transmission, et l'apprentissage, il se fait par le contact des congénères. Voilà. Et donc l'exemple des macaques du Japon et de leurs pierres, c'est-à-dire que c'est souvent non considéré comme l'utilisation d'un outil, et les mécanismes, c'est qu'il y a une certaine facilitation spatiale et sociale chez ces macaques, et du coup, on peut supposer une certaine imitation.
Et du coup, chez ces macaques du Japon, il y a une transmission à la fois horizontale et verticale, donc à la fois les mêmes personnes qui vont s'apprendre, enfin qui vont apprendre mutuellement, et enfin de génération en génération. Donc en fait, il y a une certaine tradition, mais on ne sait pas très bien à quoi ça sert. Et donc juste pour finir sur ce cours, on revient donc à la notion d'outil. Donc l'outil, c'est un objet extérieur utilisé en tant qu'extension fonctionnelle du corps pour atteindre un objectif immédiat. Et donc il est trois conditions: détaché de son substrat au moment de son usage, et il est externe par rapport au corps de l'utilisateur. Il est tenu au porté pendant ou juste après son utilisation, donc l'utilisateur étant responsable de son orientation correcte par rapport à l'objectif, donc il peut l'orienter, vu qu'il est porté par son utilisateur. Et enfin, il est utilisé afin de modifier la forme, la position ou l'état d'un autre objet, d'un autre organisme ou de l'individu lui-même. Et donc en fait, voilà. Et donc les usages, ça va être l'obtention de la nourriture, les soins corporels, la parade, donc la défense, pour la défense ou pour l'attaque. Et donc de manière générale, les mécanismes pour justement apprendre l'utilisation des outils. Donc en fait, juste avant les mécanismes, il y a les aspects cognitifs. Donc on ne sait pas vraiment s'il y a une relation entre le poids du corps, le poids du cerveau, etc. ou la prise de conscience, il y a différents tests. Et enfin, concernant les mécanismes, on a le pattern génétique qui dit que le mécanisme est inné, donc en fait c'est les gènes. Il y a le mécanisme par l'apprentissage par essai-erreur, donc le conditionnement, donc il teste si ça marche, si ça marche pas, il fait autre chose. Et l'apprentissage social, donc c'est la transmission de génération en génération, donc il y a l'idée de la tradition culturelle. Donc entre les générations, c'est une transmission verticale, et au sein d'une même génération, c'est une transmission horizontale. Donc ça, c'est pour la transmission. Et de manière générale, la tradition culturelle, ce sont des comportements acquis par apprentissage, ce qui se transmettent entre générations au sein d'un même groupe d'individus. Et voilà pour ce TD.